Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir est toujours au rendez-vous lorsque nous vous savons très nombreux en train de suivre votre magazine Le Point. Le Point qui reçoit pour vous ce soir Madame Marthe Gertrude Kapinga Kassanda. Elle est secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue Madame Kapinga. Merci. Ligue des jeunes de l'UDPS, comment ça se porte? Quelle est la santé de la Ligue des jeunes aujourd'hui? De la Ligue des femmes, pardon. Excusez-moi. La Ligue des femmes se porte très bien. Nous sommes en train de suivre pas à pas les activités du chef de l'État. Nous sommes en train de redynamiser nos bases. Mais on ne vous sent pas vraiment, hein? Sur le terrain, dans l'opinion, on ne sent pas vraiment la Ligue des femmes. Nous sommes là. Nous sommes là, nous organisons des réunions, c'est-à-dire que nous redynamisons nos bases. Nous sommes en train de nous mettre en ligne pour la grande bataille de 2023. Donc la Ligue est vraiment sur tous les points. Je sais que la présidente de la Ligue des femmes, c'est l'actuelle vice-ministre Romine. Oui, oui. Bon, après sa nomination, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà quelqu'un qui fait l'intérim? Après sa nomination, il y a l'intérim classique, donc l'intérim ordinaire. Parce qu'elle n'avait pas nommé sur papier quelqu'un pour assumer son intérim. Mais d'habitude, quand elle est empêchée, quand elle est en voyage, c'est la première vice-présidente qui la remplace. C'est ce qui se passe. Et voilà. Depuis quand vous êtes à l'UDPS, Madame Kapinga? Je suis à l'UDPS depuis que l'UDPS existe. Je peux même dire qu'avant que l'UDPS soit nommé UDPS, j'étais déjà là. Je participais aux réunions clandestines. Je participais aux réunions des salons. Quand Mobutu nous disait « réunissez-vous au salon », on était là. Je participais à toutes les activités décrétées par le parti. Et en 1982, quand le parti a vu le jour officiellement, je suis parmi les premiers combattants de l'UDPS. Donc, vous connaissez vraiment l'histoire de l'UDPS? Bien sûr. Et qu'est-ce que ça vous a fait, après presque 37-38 ans de lutte, un de vôtres devient président de la République? La lutte que l'UDPS a menée, la lutte que nous avons menée, c'était une lutte qui devait aboutir à un changement de mentalité de nos compatriotes, un changement de système de direction du pays. Et quand l'un de nous a accédé au poste du chef de l'État, nous sommes très contents. Et le peuple avec nous, parce que l'UDPS s'identifie au peuple congolais. Il y a eu alternance au sommet de l'État, tout le monde est content. Il y a eu maintenant beaucoup de changements que nous remarquons sur le terrain. Même dans la façon de penser de nos compatriotes, les gens sont contents. Et actuellement, à l'Est, les gens nous disent qu'ils peuvent dormir sans entendre nous allons y de balles. arriver, madame. Donc, si je comprends bien, vous êtes satisfait. Donc, l'actuel chef de l'État, il est sur les pas de son mentor, qui est le patriarche Étienne Tshisekedi. Bien sûr. C'est dans cette émission, c'est ce dont nous allons parler dans cette émission. Le 24 janvier, donc c'est dans quelques jours, ce sera l'an 1 de l'accession de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Comment vous jugez ces bilans, le bilan de 1 an de Félix Tshisekedi? Pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son bilan d'1 an est largement positif. Positif, comment positif? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Prenons sur le plan, d'abord on va commencer, on va disséquer ça. Sur le plan politique aujourd'hui, jusque-là, il y a beaucoup de problèmes qui se posent sur le plan politique. Moi, je peux vous dire que sur le plan politique, ça va bien. Vous savez, dans une famille, chaque enfant a son caractère. Il peut y avoir de petits problèmes, mais ça va bien. On continue à réprimer les manifestants. Le 17 janvier, on a réprimé Martin Fayulu et sa bande. Non, dire qu'on les a réprimés, c'est trop dire. Maintenant, les gens, tout le monde a la liberté de manifester. Martin Fayulu a même sa liberté de danser en public sans être gêné.
Le 17, ils ont marché, mais ils sont allés marcher pendant que l'ordre était donné de ne pas faire de manifestations. Ils sont allés à l'encontre de l'ordre public. C'est ainsi qu'on les a empêchés calmement. On les a remis chacun chez lui. On n'a pas tué, il n'y a pas eu de gaz. Mais il y a des gens qui se disent qu'à l'époque, à l'époque du prédécesseur du président Félix Tshisekedi, s'il y a des manifestations entre étudiants et la police, il y a des heurts entre étudiants et la police, c'était des étudiants qui se retrouvaient morts. Mais cette fois-ci, la mort est allée du côté des policiers. Oui, c'est ce que les gens racontent. Oui. Il faut que les services de la police mènent une enquête juste pour nous dire dans quelles circonstances ces policiers ont trouvé la mort. Moi, je n'étais pas sur terrain. Sur le plan, le secteur politique a été marqué par la coalition FCC-Cash, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive lors de la première année au pouvoir du Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, comment vous jugez cette coalition FCC-Cash? La coalition FCC-Cash, c'est une bonne coalition. Vous voyez qu'aux dernières élections, nous, Cash, nous n'avons pas eu la majorité parlementaire. Mais nous avons eu le président de la République. Ce président de la République doit gérer avec tout le monde. Et dès le premier jour, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait dit « Je vais gérer avec tout le monde ». Et pour gérer avec tout le monde, pour que les gens ne se sentent pas exclus, c'est pour ça qu'il y a eu cette coalition FCC-Cash. Lui n'a pas procédé par la chasse à la sorcière. Il a appelé tout le monde autour de la table. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, au sein même de votre parti, il y a de ceux-là qui refusent, qui souhaitent même la dissolution de cette coalition? Oui, vous savez, dans une famille, notre parti, c'est un grand parti, un très grand parti. Toutes les mentalités s'y trouvent. Nous qui sommes parmi les dirigeants, nous connaissons les bienfaits de cette coalition. Mais les autres, qui ne sont pas bien informés, ils trouvent qu'ils se sentent un peu gênés pour dire non, Kabila est encore là, ça gêne, Kabila doit être en prison, Kabila patati patata. Mais nous savons que Kabila est là pour sécuriser les siens. Kabila a géré ce pays avec les FCC. Si Kabila n'est pas là, les FCC ne vont pas se sentir en sécurité. Kabila est un citoyen congolais, il est dans son pays, il est géré par la loi congolaise, il est là. Il est d'ailleurs sénateur à vie. Mais il y a eu beaucoup de soubresauts entre les alliés de cette coalition. Aujourd'hui, Madame Kapinga, est-ce que vous avez espoir que vous irez jusqu'au bout en 2023? Avec l'aide de Dieu, nous allons arriver souvent on dit avec que cette Dieu, coalition en 2023. En politique, Dieu est là, il existe. Et c'est sa main puissante qui nous dirige. Hier, disons le dimanche, devant la diaspora congolaise de la Grande-Bretagne, le chef de l'État a tenu des propos un peu durs envers la coalition, jusqu'à dire au ministre, celui qui va essayer de mettre les bâtons dans les roues, dans ses roues, il va le limoger. Est-ce que vous trouvez que ces paroles-là inspirent qu'il y a vraiment... le courant passe normalement au sein de la coalition? Le chef de l'État est le père de tous les Congolais. Dans une famille, quand le père remarque qu'il y a un enfant indiscipliné, il le réprimande. Il prend même des sanctions contre cet enfant. C'est pour le redresser. Le chef de l'État a trouvé qu'il y a des ministres qui ne lui obéissent pas parfaitement. Il les a réprimandés. Il a fait un rappel à l'ordre. Et il leur dit, si vous continuez, je vais vous limoger. C'est-à-dire que quand il va les limoger, il va aller dans leur famille politique pour prendre d'autres enfants qui sont dociles et obéissants. Et puis quand le chef dit clairement que la possibilité de dissoudre le Parlement n'est pas écartée. Mais cela est une disposition constitutionnelle. Mais ça va, le chef de l'État n'a pas inventé.
dans le pays. Non, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde qu'il fait à tout le monde, même aux législateurs. Il leur dit, voyons les dispositions constitutionnelles. Si vous marchez bien, on continue. Si vous ne marchez pas bien, j'applique. Parce que c'est la Constitution qui lui donne ce droit. Après une année de pouvoir, il a maintenant le droit de sanctionner tout un Parlement. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette coalition? Sincèrement. Vous vous sentez étouffé? Vous posez la question vis-à-vis de moi-même ou bien vis-à-vis du parti? IDPS, du chef de l'État, parce que vous êtes secrétaire général de la Ligue des femmes du parti présidentiel. La coalition, c'est le chef de l'État qui dirige cette coalition. Dans la coalition, tout comme dans un regroupement de gens, il y a des hauts et des bas. Mais le chef de l'État essaie toujours de recadrer le système. Il a la maîtrise de cette coalition. Bon, l'opinion pense que c'est le contraire de ce que vous dites là. Que le chef ne maîtrise pas la coalition. Il a du mal à imposer ses décisions. Ses décisions sont souvent bloquées par les ministres. Le chef de l'État n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur, il est démocrate. Les démocrates sollicitent l'adhésion à sa vision. Mais quand vous l'amenez au bout, vous ne voulez pas adhérer, en ce moment-là, il applique la loi. Sur le plan sécuritaire aujourd'hui, c'est vrai que les troupes des FARDC sont en train d'aller de victoire en victoire. Ils neutralisent les groupes armés dans les ADF, mais les tueries continuent toujours. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État pourra vraiment, durant ces 5 années au pouvoir, mettre un terme à cette guerre? Cette guerre a commencé il y a belle lurette. Les rebelles se trouvent dans les montagnes de Madina depuis plus de 20 ans. Joseph Kabila a fait ses 2 mandats, plus le reste du parti de son père, sans pouvoir déloger ces rebelles. Félix Tshisekedi arrive. Dans sa première année, il commence à faire déloger les rebelles. Moi, je suis optimiste. Et je sais que même avant la fin de la 2e année, il y aura la paix totale dans l'est du pays. D'ailleurs, nos amis de Beni nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont passé 2 ou 3 jours sans entendre les crépitements d'armes la nuit. C'est déjà quelque chose. Et le secret de Félix Tshisekedi, c'est quoi dans tout ça? Félix Tshisekedi est un bon chef. Donc, son prédécesseur était un mauvais? Non, ce n'est pas ce que je dis. Félix Tshisekedi est un bon chef. Il est à l'écoute de son peuple. Il a écouté les forces armées, il leur a donné les directives, et comme les forces armées l'aiment, ils ont adhéré à sa vision, et voilà la victoire. Mais il y a aussi quelques petits problèmes là, parce que selon l'opinion, durant une année de Félix Tshisekedi à la tête du pays, il y a eu beaucoup de problèmes. L'appareil sécuritaire, selon l'opinion, une certaine opinion, le président ne contrôle pas totalement l'appareil sécuritaire. Et comment il fera? Les gens qui racontent que le président ne contrôle pas l'appareil sécuritaire, d'après moi, ils se trompent. Le président contrôle très bien l'appareil sécuritaire du pays. S'il n'était pas en train de bien contrôler, ces rebelles-là n'allaient pas être déguerpis. Donc, d'ici quelques mois, tout sera parfait au Béni. Il n'y aura plus crépitement de balles. C'est ça notre souhait. Et nous sommes sûrs que ça sera ainsi. Même l'opposant Fayoulou, dernièrement, il est sorti de son silence pour dire que par rapport à la balkanisation, que le président Félix, durant une année, il a rempli 15% de sa mission, pendant que le prédécesseur de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, lui fait 55%. Jusque-là, l'opinion pense que
le président Félix Tshisekedi est conduit par son prédécesseur. Il est toujours sous l'influence de son prédécesseur. Vous savez, Martin Fayoulou, quand il raconte des histoires, il a une grande confusion dans sa tête. Il s'autoproclame chef d'État élu, mais il se met à danser. Il n'a pas le temps de réfléchir pour voir les bienfaits de Félix Tshisekedi. Oui, Madame Mais Kapina, quant à dire oui, que Félix Tshisekedi est conduit par son il prédécesseur, est toujours sous l'influence de son prédécesseur. moi je m'inscris en faux. Pourquoi? Pourquoi? S'il était conduit par Joseph Kabila, il n'allait pas faire sortir de la prison tous les prisonniers d'opinion. Parce que Kabila les avait mis là-bas et il les a laissés là-bas. Et vous pensez que Tshisekedi est allé lui demander l'autorisation de les sortir de la prison? Non. Il a décidé et il l'a fait. Bon, Et pour aujourd'hui, la gratuité, par rapport à Kabila- la gratuité, nous allons arriver. Aujourd'hui, maman, parce que les gens pensent qu'il n'y a rien qui a changé. Du régime passé, rien n'a changé. Aujourd'hui, madame, vous êtes secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'UDPS. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport au régime précédent? beaucoup de choses ont changé. Lesquelles? Les militaires nous agaçaient à tout bout de champ. Quand je dis militaires, c'est-à-dire militaires et policiers. Cet état de choses a beaucoup évolué. Nous pouvons nous promener sans être interpellés par ces forces. Il y a la tracasserie routière, toujours. Ça a même empiré, il paraît. La tracasserie routière, les conducteurs eux-mêmes souhaitent ça. Parce qu'on leur demande de remplir certaines conditions pour circuler sur la route. Entre autres, acheter les documents nécessaires, payer la vignette par exemple, ils ne le font pas. Et dès qu'un policier les arrête, ils ne savent pas ce que le policier va poser comme question. Ils lui tendent le billet, ils lui tendent de l'argent. Ce sont les conducteurs qui sont en train de tenter les policiers de la police routière. Oui, par rapport à la corruption, il y a une opinion qui pense qu'il y a beaucoup plus de corruption qu'à l'époque du président Kabila. C'est faux. Parce que Félix Tshisekedi a bouché beaucoup de trous de corruption. Mais il y a de petites corruptions qui continuent, comme la corruption des policiers de la police routière. Quand on leur donne 500 francs, 1000 francs, c'est une corruption. Ça continue encore et c'est visible. Mais bientôt, là, tout va être fini. Est-ce que le président est bien entouré? Parce qu'on dit qu'il est mal entouré, tout ça. Ceux qui disent que le président est mal entouré, ils ne nous donnent pas le contenu de ce mauvais entourage. Ils le disent, mais nous ne savons pas ce qu'ils disent. Ils n'ont qu'à commencer par nous dire « le président est mal entouré, voilà ceci, voilà cela ». Et nous savons que le président a de bons collaborateurs, qui travaillent bien, qui l'aident dans sa tâche. On revient à notre question, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Beaucoup de choses ont changé. Lesquelles? Il n'y a pas eu la chasse aux sorcières. Vous savez, quand l'AFDEL est venu, tous les Mobutistes étaient en débandade. Ils ont fui comme des petits enfants. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila sont là. Ils sont en paix, ils sont libres. On n'a inquiété personne, on n'a arrêté personne. Ce qui a changé, prenons le secteur de l'enseignement. La gratuité n'a jamais existé dans notre pays. C'était un slogan creux. On nous disait, on ne va pas payer le Minerval, mais nous, on ne voyait pas ce qui changeait. Mais aujourd'hui, les faits sont là. La gratuité est là. Les parents ne payent plus la motivation habituelle qu'ils payaient. Mais si on doit parler de la gratuité, madame, il se pose beaucoup de problèmes dans plusieurs écoles, voire même des écoles catholiques, où un enseignant qui avait 500 $, la fin du mois se retrouve avec moins de 200 $. C'est un problème. C'est comme si ce n'était pas préparé, en fait. Non. Où est-ce que cet enseignant trouvait les 500 $? Dans les poches des parents. Et lui-même, en tant que parent, il dépensait les 500 $ pour aller payer aussi pour ses propres enfants. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'était une décision, c'était trop vite? Non, il y avait d'abord des préalables. La décision est prise au bon moment. La décision est prise à temps.
Je vous donne un exemple. Allez-y, madame. À la Ligue de femmes, nous avons une association des femmes enseignantes. Une enseignante nous a fait des déclarations suivantes. Elle touchait $500, donc le total. Mais sur les $500, elle dépensait $300 à $400 pour payer pour ses propres enfants. Donc il n'est resté qu'avec $100. Actuellement, avec ce qu'on leur donne comme salaire, elle a la totalité. Elle ne dépense rien. C'est déjà un gain. Et si vous sillonnez les écoles, madame, il y a 80-90 élèves pour un seul enseignant. Vous ne pensez pas que ça va impacter sur la qualité même de l'enseignement? Là-dessus, je peux vous dire ceci. Quand on devait payer, nous les parents, nous n'avions pas la possibilité de payer pour tous les enfants. Beaucoup d'enfants étaient dans la rue parce que les parents n'arrivaient pas à payer. Et les classes étaient sur mesure de ceux qui payaient. Mais aujourd'hui que le chef de l'État a proclamé la gratuité de l'enseignement de base, nous les parents, nous avons envoyé tous les enfants à l'école. Et le président qui reçoit le rapport, qui a 90 élèves par classe, 50, 60, il va trouver une solution. Quand? Pourquoi on n'avait pas commencé par construire les écoles et puis enfin décréter la gratuité? Le président devait décréter la gratuité pour que les élèves commencent à aller à l'école. Mais maintenant, nous avons tout un ministère de construction des infrastructures. Ce ministère-là va faire son travail. Le ministère va passer dans des écoles. Le ministère va construire des classes supplémentaires. Et entre-temps, c'est la donc pour qualité vous, de qu'est-ce qui était l'enseignement. bon? Laisser les enfants dans la rue, attendre encore une année ou 6 mois pour construire les classes, ou bien les mettre là-bas et construire les classes pour le... Donc, entre-temps, la qualité de l'enseignement aura un coût. Disons, la qualité de l'enseignement, voulais-je dire, aura un coût. Donc, les enfants ne vont pas très bien étudier. Ça, ce sera au nom de la gratuité. La qualité de l'enfant dépend de la bonne volonté de l'enseignant. À l'université, on est au-delà de 1000 étudiants. Vous pensez que la qualité de cet enseignement est mauvaise? Si l'enseignant veut donner ses cours avec amour, je crois que tous les enfants vont bien étudier. Et dans l'entretemps, le président, avec son gouvernement, ils vont trouver des solutions pour que les enfants ne soient pas très nombreux dans une seule classe. Les non payés, les nouvelles unités, et ils ne sont pas aussi payés, c'est un problème. Ils sont pères de famille. Les non payés et les nouvelles unités, si je me rappelle, quand le président est allé devant le Parlement réuni en congrès, il a parlé de cette catégorie des enseignants. Il leur a dit que cette année, on va le payer. Parce que dès qu'on va appliquer le nouveau budget, ils sont pris en compte. Ce n'est pas pour rien qu'on avait fait la table ronde avant de proclamer la gratuité de l'enseignement. Donc vous croyez vraiment à ça? Vous pensez que cette gratuité sera vraiment effective? Mais la gratuité de l'enseignement est déjà effective. Il y a certaines écoles qui traînent le pied, mais bientôt ils seront en ligne. Parce qu'ils auront... Vous allez faire pression sur eux. Non, ils essaient de tricher. Quand ils prenaient l'argent de motivation des parents, ils ne construisaient pas. Et maintenant qu'on parle de gratuité, ils disent non, parents, venez nous donner de l'argent pour construire. Non. Les parents ne construisent pas les écoles. C'est le devoir de l'État. Ces écoles-là n'ont qu'à faire leur mémo envoyé au ministère de l'Enseignement pour dire que nous avons besoin de nouvelles classes. Ce n'est pas aux parents d'aller construire. Le chef de l'État a beaucoup voyagé durant sa première année. Beaucoup. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Finalement, à quoi ont servi tous ces voyages? Je commence par vous donner un exemple. Allez-y, madame. Dans une famille où le père est toujours derrière la maison, en train de jouer à la dame, à la carte et au PMU, je crois que cette famille-là
il y a beaucoup de difficultés. Mais quand nous voyons les parents qui sortent ici à Kinshasa, qui sont des chômeurs, mais ils sortent pour aller faire des petites activités contractuelles, ils ramènent de quoi manger à leur foyer. Le chef de l'État a pris le pays dans une situation chaotique. Ça, nous sommes tous sûrs. Il doit sortir pour redonner la bonne image du pays. Il doit sortir pour faire la diplomatie positive. Et ces sorties ont déjà rapporté beaucoup de fruits. Les gens qui parlent de ces sorties d'une manière négative sont des ingrats. Qu'est-ce que ça apporte? Non, on nous fait des comptes de ce qu'ils dépensent comme transport pour aller comme séjour. C'est bien. Le voyage du chef de l'État, oui, c'est coûteux. Hein? C'est bien. Mais ce qu'ils ramènent, on ne nous le dit pas. Qu'est-ce qu'il a ramené de concret? Qu'est-ce qu'il a ramené? La Banque mondiale lui avait promis $1 milliard. Vous pensez que s'il était au pays, il allait avoir cette promesse? C'est parce qu'il est sorti. Le chef de l'État est en train d'aller vendre le pays. Vendre, c'est pas amener le pays au marché et le vendre, c'est-à-dire d'aller montrer la nouvelle figure du pays. Il est en train de faire un lobbying pour le pays. Et quand on nous apprend que les investisseurs vont venir, vous pensez que ces investisseurs allaient venir d'eux-mêmes? Pourquoi ils n'étaient pas venus depuis 20 ans? Ces investisseurs viennent parce qu'ils ont eu confiance en notre chef de l'État. Et notre chef de l'État est allé au-devant d'eux pour leur expliquer ce qu'ils viennent faire ici, ce qu'ils peuvent gagner, ce que le pays peut gagner. D'ailleurs, il a dit que c'est une relation gagnant-gagnant. C'est pour ça que tout le monde a accepté de venir à notre secours. Mais ce ne sont que des promesses, là. Qui vont être bientôt réalisées. Ses adversaires critiquent aussi le nombre des gens qui l'accompagnent. Tout ça, ça influe sur le trésor public. Ces adversaires, c'est pour ça qu'on les appelle adversaires. Ils ne verront rien de bon. Même quand leurs enfants vont à l'école sans qu'ils n'aient payé, ils trouvent toujours que c'est mauvais, ces adversaires-là. Mais ils étaient là. Quelqu'un comme Mozito, il était Premier ministre pendant longtemps. Mais allez voir dans son village natal, qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il construit une cabane? Non. Il n'a rien fait. Mais il est le premier à critiquer les efforts du chef de l'État. Lui qui était incapable de faire quoi que ce soit. Madame, sincèrement parlant, vous êtes à l'UDPS depuis la création. Est-ce que le président Félix Tshisekedi respecte le slogan « Le peuple d'abord » ? Bien sûr que oui. Comment par exemple? Le chef de l'État a dit... Parce que, oui, allez-y. Le slogan « Le peuple d'abord » est sa boussole. Tout ce qu'il fait, il ne voit pas ses propres intérêts, il voit l'intérêt du peuple congolais. C'est ça le peuple d'abord. Le gouvernement de son prédécesseur, le peuple n'avait pas de place. C'était eux d'abord, oui. Ils étaient très riches pendant que nous étions très pauvres. Rien que ça. Leurs enfants étudiaient en Europe pendant que nous, ici, nos enfants étaient dans la rue. Parce que nous étions incapables de payer ce que les écoles nous exigeaient. Ce n'était pas le peuple d'abord. Mais maintenant, c'est le peuple d'abord. L'enseignement gratuit, c'est le peuple d'abord. Bientôt, là, il y aura une couverture universelle de santé. C'est le peuple d'abord. Donc, la population congolaise doit encore garder l'espoir. La population congolaise est dans l'espoir. Sillonner les rues, monsieur le journaliste, causer avec des personnes posées, pas avec des délinquants, causer avec des personnes responsables. Ils vont vous dire, si on recommence les élections aujourd'hui, moi hier j'avais voté pour Fayoulou, mais je vais voter pour Tshisekedi. Parce que j'ai vu, j'ai dépensé autant pour envoyer les enfants à l'école,
Aujourd'hui, cet argent, je l'ai affecté à un autre programme. Apparemment, vous êtes trop optimiste, hein? Pendant qu'il y a des... Prenons le cas de la diplomatie aujourd'hui. La priorité du président Félix Tshisekedi, c'est où? Parce qu'il y a deux ambassadeurs qui ont été limogés parce qu'ils ont voté pour la Chine. Et pourtant, la RDC, depuis un certain temps, soutient la Chine parce que la Chine aussi soutient la RDC. Là-dessus, entendons-nous bien. Allez-y. Un ambassadeur, c'est un représentant du chef de l'État dans le pays où il est envoyé. Un ambassadeur doit toujours se référer auprès de celui qui l'a envoyé pour avoir les avis et les orientations. Mais quand un ambassadeur se met à décider de son propre chef sans consulter son chef, en ce moment-là, la loi est dure, mais c'est la loi. Sur le point infrastructure, on a vu le projet de 100 jours, le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, beaucoup de sautes moutons, tout ça qui a été construit. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun qui a été inauguré. Du côté de la Tchang, où il y a beaucoup de problèmes avec les embouteillages, les gens meurent presque à cause de l'embouteillage et de la chaleur, tout ça. Est-ce qu'on ne trouvait pas aussi que c'est un échec de ce côté-là? Je vais vous retourner la question. Est-ce que vous savez pourquoi le président de la République a décidé de construire les sauts de moutons? Oui, j'attends aussi la réponse. C'est pour lutter contre ces embouteillages. Mais madame, plus de 8 mois. Les gens ont l'impression qu'ils voulaient juste impressionner les gens et puis finalement, c'est tout. Venez à Maloika, précisément au pompage. Le saut de mouton est déjà terminé. Il est même prêt à être inauguré, mais on termine le petit travaux en dessous là. On doit aménager en dessous, relier les routes, tout ça. Les routes qui passent en dessous des sauts de mouton, on doit les relier. C'est tout ce qui reste. Mais sinon, le saut de mouton en soi est déjà terminé. Bon. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la Ligue des femmes de l'UDPS. Sincèrement parlant, aujourd'hui, durant les 1 an de Félix Tshisekedi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si vous dites ça, vous donnez aussi des solutions. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je vous ai dit tout à l'heure que Tshisekedi a trouvé le pays dans une situation chaotique. Il n'a fait que 365 jours. Il a commencé l'enseignement, les routes. Parce que les routes, quand nous parlons des routes, nous voyons seulement Kinshasa. Mais allez au Bas-Congo. Les gens qui partent en Kamba, ils commencent à faire un aller-retour dans un jour, pendant qu'ils prenaient 3-4 jours. À l'hôpital, à la clinique Galiema, il y a eu un pavillon qui était incendié, on a réfectionné. Au lieu de le laisser au rez-de-chaussée, c'est maintenant un pavillon à étage. À l'est, même si la guerre n'est pas totalement terminée, mais c'est en voie de se terminer. Donc le chef de l'État a commencé plusieurs chantiers et il avance positivement et il va les terminer. D'aucuns estiment que ce programme de 100 jours-là, c'était vraiment... ça n'avait pas d'importance parce que beaucoup de travaux, je le disais, n'ont pas fini. Il avait promis beaucoup de choses. La crainte, c'est que, madame, qu'il reste, selon cette opinion, un président qui n'est fait que des promesses. Vous savez, quand le président a lancé son programme de 100 jours, moi j'ai eu la chance d'avoir le document. Dans le document, chaque route, chaque pont avait une durée déterminée. Il y en avait qui dépassaient les 100 jours. Il y en avait qui devaient être terminés dans les 100 jours. Mais vous savez, quand quelqu'un a toujours volé, quand vous le prenez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va cesser de voler. C'est ce qui a fait que le programme n'a pas marché comme le chef de l'État l'avait prédit. Parce qu'il y a eu des brebis galeuses dans son troupeau. Mais il a mis de l'ordre.
Si vous aviez constaté, tous les sauts de moutons n'avaient pas commencé au même moment. Il y en a qui ont pris l'argent, qui n'avaient pas de matériel, qui attendaient le matériel, qui n'avaient même pas la main-d'œuvre, qui devaient attendre. C'est tout cela qui a donné du retard. Mais tous les sauts de moutons sont en train d'être travaillés. À la Ligue des jeunes des femmes, madame. Non, à la Ligue des femmes. Il y a une Ligue des jeunes aussi. Excusez-moi, chers téléspectateurs, à la Ligue des femmes. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec la Ligue des jeunes là. Parce que vous-même, vous êtes jeune. Certainement. À la Ligue des femmes de l'UDPS, quel est vraiment votre rôle? Quel rôle vous jouez? Je suis la secrétaire générale de la Ligue des femmes. Quelles sont vos attributions? Qu'est-ce que vous faites? En gros, je suis la personne qui veille sur le bon fonctionnement de la Ligue des femmes. Je dois savoir tout ce qui se passe dans nos bases de l'extérieur, nos bases de l'intérieur du pays et nos bases de Kinshasa. Il y a combien de femmes au sein de la Ligue des femmes de l'UDPS aujourd'hui? Il y a beaucoup de femmes. Vous pouvez estimer? Je ne veux pas estimer, je veux vous donner les résultats d'un travail que j'ai initié. Voilà. J'ai identifié les femmes de Kinshasa qui ont adhéré à la Ligue des femmes. J'ai fait l'identification pendant 2 mois. Je n'ai pas terminé avec toutes les femmes. Je voulais avoir un petit rapport. Je suis arrivée à 3800 quelques femmes. À Kinshasa seulement? À Kinshasa seulement. Nous allons former les personnes de l'intérieur, même les personnes d'ici à Kinshasa, pour continuer cette activité d'identifier les femmes. Et par l'identification, qu'est-ce que nous avons fait? Nous voulons connaître le nom, évidemment, le nom de la femme, son âge, ce qu'elle a fait comme étude, c'est très important. Quelle est sa section de base, sa fédération de base, et depuis combien de temps elle est à l'UDPS. C'est le travail que nous avons fait. Nous n'avons pas terminé Kinshasa, nous avons fait une partie, nous avons dit c'est bon, c'était comme un test. C'est bon, nous allons continuer. Et est-ce qu'il y a des activités que vous organisez? Quels sont ces genres d'activités? Avec les femmes, nous sommes lancés dans la formation. Parce que le rôle de la Ligue de femmes, c'est de sensibiliser la femme, de l'éduquer, de la former. Nous sommes en train de former les femmes. Diverses formations. La formation politique, l'alphabétisation et la formation sur l'entrepreneuriat. Nous formons les femmes à transformer les denrées alimentaires. Ça va les amener à être autonomes. Parce que toutes les femmes ne vont pas travailler au bureau. Celles qui ne peuvent pas aller au bureau peuvent travailler pour elles-mêmes. Est-ce que vous en avez les moyens? Vous avez les moyens d'organiser toutes ces formations? Nous avons la volonté. Pour les moyens, nous toquons aux portes. Mais vous êtes le parti présidentiel quand même. Le parti présidentiel ne vole pas de l'argent. Le parti présidentiel n'est pas subventionné. Vous vivez des cotisations. Nous devons viser sur nos propres cotisations. Mais il n'y a pas que nous, à l'UDPS. Il y a beaucoup de structures. Donc apparemment, vous vous sentez comme délaissé? Non. Vous avez les soutiens du président? À l'UDPS, la femme... Du secrétaire général du parti? À l'UDPS, la femme n'est pas délaissée. La femme est prise en compte. La preuve en est que le président a aligné 4 femmes au gouvernement. Les femmes de l'UDPS, oui. 4 femmes au gouvernement. Vice-ministre des Mines. Les ministres d'État. Femmes. Oui. Marie Toumba. Voilà, vous citez le nom. Marie Toumba est ministre d'État aux Affaires étrangères. C'est un poste très important pour la République, mais le président l'a confié aux femmes. Le président de la République a vraiment confiance en nous. Il connaît notre fidélité et il sait que quand nous avons décidé, nous ne reculons pas. Espérons que lors de la désignation des mandataires publics, il va penser aussi aux femmes. Hein?
Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, si on donnait à la Ligue des femmes une entreprise publique, vous serez capable de bien gérer ça? Je parle de la Ligue des femmes. Hein? Dans la Ligue des femmes, il y a des femmes qui ont des capacités. Nous avons des femmes qui ont fait les études universitaires. Parce qu'on a toujours dit qu'à l'UDPS, il n'y a pas de cadres. Les cadres sont partis, avant même l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Ce sont les personnes qui regardaient l'UDPS de loin. Moi qui vous parle, j'ai fait les études post-universitaires. Ne suis-je pas un cadre? Il n'y a pas que moi à l'UDPS. Il n'y a pas que moi à la Ligue des femmes. Il y a des femmes qui ont fait le DEA. Il y a des femmes qui sont des licenciés, des gradués, des diplômés d'État. Ce sera votre dernier mot, Madame Marthe Gertrude Kapinga Kassanda, où vous avez un mot à dire, parce qu'on nous signale déjà que l'émission tend vers la fin. Ce que je peux dire est que nous, les femmes de la Ligue des femmes de l'UDPS, permettez la tautologie, nous avons confiance en notre chef de l'État. Nous soutenons toutes ses activités et nous sommes même dans sa vision. Et nous savons que le chef de l'État a confiance en nous. Il sait que pendant la période difficile de combat, les femmes étaient toujours là. Parce que notre président de la République était un combattant de l'UDPS. Il a fait des marches avec nous, des sit-ins avec nous. Et il voyait toujours autour de lui les femmes. C'est pour cela qu'il ne peut pas abandonner les femmes. Ce que je peux demander à toutes les femmes du Congo, c'est de nous lever. Les femmes, nous devons nous mettre debout pour soutenir la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État nous aime. Il nous comprend, nous les femmes. Quand il y a la gratuité, c'est la femme qui est soulagée. Parce que quand on chasse un enfant de l'école, son père est allé jouer au PMU. Quand l'enfant rentre à la maison en train de pleurer, il se jette dans les bras de sa mère. C'est la maman qui souffre. Le chef de l'État est en train de soulager la misère de la femme en particulier et du Congolais en général. Ok, merci beaucoup Madame Marthe Gertrude Kapinga Kassanda d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Ligue des femmes, cette fois-ci je n'ai pas oublié, de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui passera désormais chaque mardi à partir de 21h10, heure de Kinshasa, et la rediffusion le mercredi dans le bouquet Canalsat Star Time à 7h15, heure de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au revoir et à la prochaine.